En 1918, dans un Japon en pleine transformation à une vitesse folle, un jeune japonais de tout juste 23 ans, Konosuke Matsushita, prit une décision qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi le cours de l'industrie technologique mondiale. Avec un capital ridicule, presque inexistant, et accompagné uniquement de son épouse Mumeno et de son beau-frère Toshio Yue, il ouvrit un petit atelier électrique dans une chambre louée avec quelques outils et un enthousiasme débordant. À ce moment-là, personne ne pouvait imaginer que de ces murs humides et étroits naîtrait l'une des entreprises les plus influentes de la planète, Panasonic. Pour comprendre l'ampleur de ce départ, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Le Japon faisait encore ses premiers pas vers la modernité. La plupart des foyers connaissaient à peine l'électricité, et les produits importés étaient chers et rares. Dans ce décor, il fallait des entrepreneurs capables d'offrir des solutions pratiques et abordables. Et c'est exactement ce que Konosuke Matsushita était sur le point de faire. Matsushita était né en 1894 dans un petit village rural de la préfecture de Wakayama. Son enfance fut marquée par des contrastes dramatiques. Au début, tout laissait croire qu'il grandirait dans un milieu prospère. Son père était un propriétaire terrien qui louait des terres à des paysans et la famille jouissait d'une certaine stabilité. Mais cette sécurité ne dura pas. Une série de mauvais investissements coula l'affaire familiale et en seulement quelques années, ils passèrent du confort à la ruine. Pour ne rien arranger, la famille fut frappée par des maladies qui, dans ces conditions d'hygiène précaires, étaient dévastatrices. Konosuke perdit 2 frères et une sœur durant l'enfance. La tragédie força la famille à déménager à Osaka pour tenter de recommencer une nouvelle vie. Mais là-bas, ils se heurtèrent à une réalité encore plus dure. Un petit appartement surpeuplé, des conditions insalubres et peu de perspectives. À 9 ans, Konosuke dut quitter l'école. Son destin semblait être le même que celui de millions d'enfants pauvres de l'époque. Travailler dès l'enfance, dans des emplois pénibles et mal payés. Ses premiers métiers furent modestes, mais chacun laissa une empreinte profonde sur son caractère. Ce fut une période difficile pour lui, mais il apprit énormément et prouva qu'il possédait des compétences de grande valeur qu'il utiliserait plus tard à son avantage. Finalement, à 15 ans, il entra chez Osaka Electric Light Company. L'entreprise qui éclairait la ville est l'une des références technologiques du Japon. Il y commença comme aide au montage d'équipements électriques, mais grâce à sa discipline et à sa capacité d'apprentissage, il gravit les échelons jusqu'à devenir inspecteur qualité à 22 ans, un poste respectable dans une industrie en pleine expansion. Pourtant, ce travail ne le comblait pas. Il voyait comment les grandes entreprises bridaient sa créativité et comment ses idées de nouveaux produits étaient rejetées. Konosuke comprit quelque chose de fondamental. S'il voulait changer le monde grâce à l'électricité, il n'y parviendrait pas en restant l'employé de quelqu'un d'autre, mais en fondant sa propre entreprise. C'est ainsi que commença à germer l'idée qui, 1 an plus tard, en 1917, le pousserait à quitter un emploi sûr et à miser sur un rêve, fabriquer des appareils électriques que n'importe qui pourrait se permettre. Il emporta avec lui non seulement le soutien inconditionnel de sa jeune épouse, Mumeno, mais aussi l'aide de son beau-frère, Toshio Yue, un garçon ambitieux qui, plus tard, fonderait sa propre entreprise, Sanyo Electric, et laisserait lui aussi son empreinte dans l'industrie japonaise. Avec eux deux, et avec quelques anciens collègues de la compagnie d'électricité qui crurent d'abord en lui, il monta un petit atelier dans un coin loué. Au début, ils tentèrent de produire des supports de douille et des prises améliorées, mais les magasins ne voulaient pas les acheter. Les commerçants se méfiaient d'un fabricant inconnu et préféraient continuer avec des fournisseurs établis. La situation devint désespérée, sans commande, sans revenus et avec des employés qui réclamaient un salaire impossible à payer, les premiers associés l'abandonnèrent. Matsushita se retrouva pratiquement seul avec son épouse et son beau-frère, qui enchaînaient des journées interminables à fabriquer des prototypes que personne ne semblait vouloir. Ils finirent par mettre en gage des meubles et des ustensiles de la maison pour réunir de quoi acheter les outils les plus basiques. Et il y eut des jours
où ils avaient à peine de quoi manger. Pourtant, la ténacité de Konosuke fut plus forte que l'adversité. Sa foi fut récompensée quand, fin 1917, ils reçurent une commande de la société Kawakita Electric pour produire des composants de ventilateurs électriques. Ils saisirent cette grande opportunité et dépassèrent les attentes du client. Kawakita fut si satisfaite que, peu après, elle commanda 2000 autres unités. Ce contrat ne leur permit pas seulement de survivre. Il leur donna aussi la réputation d'être fiable, précis et économique. Avec cet élan, en 1918, la petite famille décida de formaliser l'activité et de lui donner un nom officiel. Matsushita Electric Housewares Manufacturing Works. La même année, ils déménagèrent l'atelier dans un bâtiment loué de 2 étages. C'est là que naquit la première invention véritablement révolutionnaire de Matsushita. Un adaptateur pour ampoules qui semblait insignifiant, mais qui résolvait un problème quotidien dans le Japon d'alors. À cette époque, il n'y avait pas de prise dans les maisons. L'électricité servait presque exclusivement à l'éclairage. L'invention de Matsushita était un simple accessoire qui se vissait à la base de l'ampoule pour obtenir, en plus de la lumière, une prise de courant permettant de brancher d'autres appareils. Cette idée simple, pratique et bon marché correspondait parfaitement aux besoins des gens ordinaires. Peu après, arriva la douille double, qui permettait d'allumer 2 ampoules en même temps tout en branchant un appareil électrique. Dans un pays où l'électrification domestique en était encore à ses débuts, ce fut une véritable révolution silencieuse. En 1922, Matsushita Electric continua de surprendre. Elle lança une grande invention, la lampe de vélo. C'était un phare métallique en forme de projectile, capable de fonctionner jusqu'à 40 heures avec seulement 3 piles. Mais ce qui fut réellement révolutionnaire, ce fut la manière de la commercialiser. Convaincu de sa qualité, Matsushita proposa aux boutiques un accord risqué. Elle n'avait pas à payer d'avance, elle ne réglait la somme que si le client final acceptait la lampe et en était satisfait. Cette stratégie réduisit la méfiance envers une marque encore inconnue et permit à des milliers de cyclistes japonais d'essayer le produit sans risque. Le bouche à oreille fit le reste. Le succès fut si énorme qu'en 1925, l'entreprise construisit une usine dédiée exclusivement à sa production et signa un contrat historique avec la Yamamoto Trading Company, garantissant l'achat de 10 000 unités chaque mois en échange de l'exclusivité de vente dans tout le pays. La croissance ne s'arrêta pas là. En 1927, à peine 5 ans plus tard, l'entreprise lança une nouvelle lampe de forme carrée qui, en plus de servir pour les vélos, pouvait aussi s'utiliser à la maison. Ce fut le premier produit à porter la marque nationale, un nom à la vision stratégique, un symbole qui représentait l'ambition d'entrer dans tous les foyers du pays. Le succès fut foudroyant. Avec elle apparurent d'autres produits domestiques tout aussi pratiques, le fer électrique Super Iron, un chauffe-pied électrique avec thermostat et plusieurs chauffages portatifs. Pour la première fois, l'électricité cessait d'être un luxe réservé aux grandes villes. Ce qui distinguait Matsushita Electric des autres entreprises, ce n'était pas seulement l'innovation technique, mais la façon de comprendre ses équipes et sa mission. Pour maintenir le moral des travailleurs, il organisa des activités sportives et culturelles via le club Ochikai, une association gratuite où se tenaient des événements sociaux rassemblant les employés. Il commença aussi à éditer un magazine interne, d'abord avec des informations et du divertissement, puis plus tard, dans les années 30, avec des contenus sur l'industrie sous le titre Matsushita Electric Monthly. Ces initiatives visaient à faire en sorte que les travailleurs se sentent partie prenante d'un projet commun, et non de simples rouages d'une machine de production. En 1929, alors que l'entreprise comptait déjà plus de 300 employés, Matsushita fit un pas décisif dans sa vision. Il rédigea un code éthique dont le principe fondamental était « servir le bien public ». Il y affirma clairement que l'entreprise voulait contribuer fermement au progrès de la société et améliorer la qualité de vie des gens grâce à la technologie. Et surtout, ce n'étaient pas des mots creux. Cette même année, le monde entra en crise avec le krach de la bourse de New York et le Japon sombra dans une grave récession.
Alors que de nombreuses entreprises choisissaient des licenciements massifs pour survivre, Matsushita refusa de rompre son engagement envers ses employés. Il réduisit le temps de travail de moitié, ajusta les salaires et demanda à tous les salariés que, durant leur temps libre, ils aident à trouver de nouvelles façons d'écouler les produits accumulés en entrepôt. Contre toute attente, le plan fonctionna. Grâce à l'effort collectif, les stocks furent écoulés et l'entreprise put se relever sans sacrifier son capital humain. Dans les années 1930, l'entreprise était en pleine expansion et son catalogue commença à s'étoffer. En 1931, elle fit un premier pas sérieux dans la radiodiffusion en rachetant une petite usine externe qui produisait déjà des récepteurs. Le résultat initial fut décevant. Les radios étaient de mauvaise qualité et ne répondaient pas au niveau que Konosuke voulait offrir à ses clients. Pour redresser la situation, il confia à son ingénieur, Tetsujiro Nakao, le développement d'un modèle maison depuis zéro, sans raccourci. De cet effort naquit le prototype R31, qui non seulement corrigeait les défauts précédents, mais remporta aussi la première place d'un concours organisé par le diffuseur national. Malgré tout, ce n'était pas encore le moment où la radio deviendrait un tournant stratégique pour l'entreprise. En plus des radios, elle continua de se diversifier. Des moteurs électriques destinés à l'industrie comme au foyer, des microphones pour le marché en plein essor de la radiodiffusion, des sèche-cheveux qui modernisèrent le quotidien des familles japonaises et de nouvelles batteries augmentant l'autonomie des appareils portables. Il y eut même de la place pour l'expérimentation, avec un prototype de téléviseur de 12 pouces qui, bien que rudimentaire, annonçait déjà l'avenir. En 1935, la croissance imposa une réorganisation. L'entreprise adopta le nom de Matsushita Electric Industrial, mettant en place des divisions et des filiales qui fonctionnaient presque comme des entreprises indépendantes, unies par la même philosophie de gestion. Konosuke comprit qu'il ne pouvait pas diriger chaque détail personnellement, et il impulsa donc un système de managers formés pour piloter chaque usine. L'entreprise, qui comptait déjà 9 divisions et 4 filiales, ne vendait plus seulement au Japon. Avec la création de la Matsushita Electric Trading Company, elle commença à ouvrir des marchés en Asie du Sud-Est. Mais à la fin des années 30, ces années fastes furent interrompues par l'agitation politique et la montée vers la guerre. Le Japon se dirigeait vers un conflit inévitable, et l'industrie privée n'allait pas tarder à être absorbée par les intérêts militaires. Durant les années 40, comme d'autres grandes entreprises japonaises, Matsushita Electric fut contrainte de mettre sa capacité de production au service de l'armée impériale. Beaucoup d'usines cessèrent de fabriquer des produits civils pour se consacrer à des moteurs électriques à usage militaire, à des accumulateurs pour radios de campagne et à des composants destinés aux navires et aux avions. Des filiales spécifiques virent même le jour, comme la Matsushita Shipbuilding Company et la Matsushita Airplane Company, qui contribuèrent à l'effort de guerre avec des matériaux de base. À mesure que le conflit s'intensifiait, la production pour le consommateur disparut presque totalement. Et lorsque la défaite arriva en 1945, le Japon était en ruine. Et Matsushita aussi. Pour ne rien arranger, le fondateur lui-même fut écarté de la direction sur ordre des forces d'occupation alliées, qui se méfiaient de toute entreprise liée à l'industrie militaire. Tout indiquait que l'histoire de l'entreprise s'arrêterait là. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Les travailleurs, loin d'accepter la disparition de la société, se mobilisèrent. Ils réunirent plus de 1500 signatures dans une campagne interne pour exiger le retour de Konosuke Matsushita, convaincu que lui seul pouvait sortir l'entreprise du gouffre. Le mouvement fut si puissant qu'en 1947, les autorités acceptèrent sa réintégration. De retour aux commandes, l'entreprise se remit lentement sur pied. En 1951, il voyagea pour la première fois aux États-Unis et en Europe afin d'étudier de près les grandes corporations occidentales, d'absorber des connaissances et de chercher des alliances. Cet apprentissage porta ses fruits en 1952, lorsqu'il signa un accord historique avec la société néerlandaise Philips, permettant à Matsushita d'accéder à des technologies de pointe en éclairage et en électronique, et d'apprendre de nouvelles méthodes de gestion.
La collaboration fut si étroite qu'en 1954, ils inaugurèrent une usine commune à Osaka dédiée à la production de lampes, de tubes cathodiques et de composants électroniques avancés. La même année, l'entreprise lança son premier téléviseur noir et blanc produit à grande échelle, le National 17K 531, remarquable grâce à son écran rectangulaire de 17 pouces, à une époque où la plupart proposaient encore des écrans arrondis. Et comme si cela ne suffisait pas, en parallèle, elle prit le contrôle de JVC, l'entreprise pionnière des équipements audio et vidéo, ce qui renforcerait sa position dans un secteur qui exploserait dans les décennies suivantes. Panasonic renaissait de ses cendres et avec une force qui allait bientôt l'installer au premier plan mondial. En 1955, le saut vers le marché international fut scellé. L'entreprise commença à utiliser pour la première fois la marque Panasonic sur ses produits d'exportation en unissant Pan, tout et Sonic, son, et en l'appliquant à des enceintes et des lampes destinées aux États-Unis et à l'Europe. La même année, le catalogue s'élargit avec des appareils ménagers qui marquèrent les familles japonaises, téléviseurs en série, lave-linge, réfrigérateurs et équipements de cuisine électrique. Arrivèrent aussi les premières radios d'exportation comme la PS54 à 5 lampes et la compacte PL420 à 4 lampes, conçue spécifiquement pour le marché international. À la fin de la décennie, de véritables jalons apparurent. En 1957 sortit la radio FM EA 765. En 1958, l'entreprise présenta sa première chaîne stéréo, le premier magnétophone à bobine domestique, le RQ201, qui serait bientôt exporté sous la marque nationale. En parallèle, l'UB150, l'un des premiers récepteurs à transistors réellement compacts, annonçait la révolution de la miniaturisation. Et comme si cela ne suffisait pas, en 1959 fut présenté le minuscule T10, considéré à l'époque comme le récepteur à 6 transistors le plus petit du monde. C'est aussi à cette période que fut fondée la Matsushita Electric Corporation of America, basée à New York, marquant l'entrée officielle de l'entreprise sur le marché américain. Au début des années 60, l'entreprise fabriquait déjà non seulement au Japon, mais aussi à Taïwan, en Thaïlande et dans d'autres pays émergents, allant même jusqu'à ouvrir des usines au Mexique, à Porto Rico, au Costa Rica, au Pérou, en Tanzanie, aux Philippines et en Australie. Tout cela consolida Panasonic comme l'un des moteurs de la modernisation des foyers dans une bonne partie du monde. L'innovation ne ralentit pas dans les années 1960. En 1962 apparut le téléviseur couleur K2110 de 21 pouces qui marqua le début de la transition vers la télévision en couleur au Japon. Cette même année, l'entreprise lança l'enregistreur portable RQ112, alimenté par pile, idéal pour les journalistes, les étudiants et les familles qui voulaient enregistrer de l'audio partout. Toujours en 1962, elle introduisit le T801, un récepteur à transistors à 2 bandes très sensible qui devint rapidement un standard de qualité dans sa catégorie. En 1964, Konosuke Matsushita revint temporairement à la direction des ventes pour réorganiser tout le réseau de distribution devenu inefficace à cause de la croissance rapide, et en 1965, l'entreprise franchit un cap décisif. Elle instaura la semaine de 5 jours, devenant la première grande entreprise japonaise à le faire, un geste qui montrait son engagement envers le bien-être des employés. La même année, sous une nouvelle marque dédiée à l'audio, IFI naquit Technics, inaugurée avec les enceintes EAB 1204. Des modèles de bibliothèque qui surprirent par leur qualité dans un format compact. La marque s'imposa rapidement comme une référence de la haute fidélité et, en 1970, Technics présenta le SP10, la première platine vinyle à entraînement direct au monde. Une innovation qui supprimait la courroie d'entraînement et offrait plus de précision, de durabilité et moins de vibrations. 2 ans plus tard, en 1972, arriva la légende, la SL1200, une platine robuste, précise, d'une stabilité telle qu'elle deviendrait pendant des décennies le standard des DJ professionnels, symbole non seulement de Panasonic, mais de toute une culture musicale.
Pendant ce temps, le groupe se positionnait aussi dans la vidéo domestique. Grâce au travail de JPC, filiale de Matsushita, le format VHS fut développé. Il finirait par battre le Betamax de Sony dans la fameuse guerre des vidéos, s'imposant comme standard mondial pour enregistrer films et programmes télé. Avec tout cela, Panasonic et Technics ne remplissaient pas seulement les foyers d'appareils modernes, ils devenaient des acteurs majeurs de la façon dont le monde écoutait la musique, regardait la télévision et profitait du divertissement à la maison. Dans la seconde moitié des années 70, puis tout au long des années 80, Matsushita Electric, déjà reconnu internationalement sous ses marques Panasonic, National et Technics, entra dans une phase d'expansion irrésistible, multipliant sa présence sur presque tous les fronts de l'électronique grand public. En 1974, elle fit un pas stratégique aux États-Unis en rachetant la division téléviseur de Motorola et en fondant la filiale Quasar Electronics, ce qui lui permit de se renforcer sur le marché nord-américain si convoité, où la concurrence avec Sony, RCA et Zenith était féroce. Peu après, en 1976, elle lança le VX2000, l'un de ses premiers magnétoscopes domestiques produits à grande échelle. Un appareil qui révolutionna la manière de regarder la télévision. Pour la première fois, les familles pouvaient enregistrer des programmes sur des cassettes et les revoir, quand elles le voulaient, brisant la tyrannie des horaires de diffusion. En 1978, apparut l'une des premières caméras vidéo portables VHS, la VZ-C10, qui, même si elle était encore lourde et nécessitait de transporter un enregistreur externe, donnait déjà la possibilité de filmer la vie quotidienne à la maison. À la fin des années 70, la radio de poche R012, extrêmement fine pour l'époque, se popularisa également. Dans le domaine de l'audio, Panasonic restait pionnière avec sa marque Technics. Après le succès de la platine SL1200 de 1972, elle présenta en 1982 la Technics SL-P10, son premier lecteur CD, compact et moderne, symbole de l'arrivée de l'ère numérique dans les foyers. Cette même année, elle lança aussi les ordinateurs Senior Partner, compatibles IBM PC, ouvrant la voie à sa présence dans l'informatique personnelle. L'innovation se poursuivit au milieu des années 80. En 1985, l'entreprise présenta la NVM1, une caméra vidéo qui intégrait dans un seul boîtier la caméra et l'enregistreur VHS. Ce modèle changea radicalement la manière dont les familles filmaient leurs souvenirs. Plus besoin de transporter deux appareils séparés, et même si elle restait grande comparée aux caméras actuelles, elle était maniable et très populaire. Ces appareils, connus en Occident sous le nom de camcorder, devinrent si courants que des millions de foyers dans le monde filmèrent mariages, anniversaires, vacances et scènes du quotidien, avec une Panasonic sur l'épaule. Dans le même temps, l'entreprise se lança dans les premiers téléphones mobiles. Les premiers modèles étaient énormes et lourds, avec des batteries qui tenaient peu et des antennes télescopiques, mais ils montraient clairement la direction que prenait l'avenir des communications. L'expansion internationale restait fulgurante. En 1987, Panasonic signa un accord avec les autorités chinoises pour produire des tubes cathodiques, les classiques CRT qui donnaient vie aux téléviseurs de l'époque à Beijing, représentant le premier investissement en Chine depuis la guerre. En 1989, l'usine employait 1400 personnes et fabriquait des écrans de 21 pouces, une grande taille pour l'époque et très demandée pendant l'essor de la télévision couleur. La même année, le monde entier fut bouleversé par l'annonce de la mort de Konosuke Matsushita à 94 ans. Le fondateur, parti d'un minuscule atelier d'Osaka, laissait derrière lui non seulement l'une des plus grandes entreprises de la planète, mais aussi un héritage de philosophie entrepreneuriale centrée sur la responsabilité sociale et l'amélioration de la vie des gens. Les condoléances arrivèrent de partout. Le président des États-Unis, George Herbert Walker Bush, et le premier ministre japonais exprimèrent publiquement leur respect et leur admiration
pour un homme qui avait transformé non seulement l'économie de son pays, mais aussi la manière dont le monde concevait la relation entre entreprise et société. Dans les années 90, Panasonic décida de se diversifier encore davantage, en partie en réponse à la concurrence mondiale croissante. En 1990, elle acquit la société de divertissement MCA Universal, entrant ainsi de plein pied dans l'industrie du cinéma, de la musique et des parcs à thème. Même si cette aventure prendrait fin des années plus tard, elle reflétait l'ambition de Panasonic de ne pas rester cantonnée aux appareils ménagers. En parallèle, l'entreprise lança des ordinateurs portables sous les gammes Panacom et Panasonic Pronote, ainsi que des magnétoscopes capables de lire tous les standards internationaux, facilitant l'utilisation des équipements partout dans le monde. En 1991, elle présenta la caméra NVS-1, pionnière en intégrant une stabilisation d'image, une avancée qui aidait à éviter tremblements si fréquents dans les vidéos familiales. La même année, elle lança aussi le téléphone mobile Mova PTZ 804, l'un des premiers à utiliser des batteries rechargeables au nickel hydrure métallique, plus durables et moins polluantes que les anciennes au nickel cadmium. Panasonic n'a jamais cessé d'innover dans les batteries, un domaine où elle était déjà leader grâce à ses piles et accumulateurs depuis des décennies. En 1992, l'entreprise présenta son premier portable avec écran TFT couleur bien plus lumineux et net que les écrans monochromes de l'époque et ouvrit un immense centre de recherche et développement dans le quartier de Shinagawa à Tokyo. Cependant, tous ces paris ne furent pas gagnants. En 1993, elle lança la console 3DO Interactive Multiplayer, développée avec l'entreprise 3DO. Même si elle était très avancée pour son temps, avec des graphismes puissants et des capacités multimédia impressionnantes, son prix élevé et l'absence de jeux exclusifs la firent échouer commercialement au point de devenir une sorte de légende maudite de l'histoire du jeu vidéo. Malgré tout, l'entreprise continua avec des innovations plus solides. En 1996, elle présenta le lecteur DVD A300, capable de décoder le son alors révolutionnaire Dolby Digital, et la même année, elle étonna le monde avec l'un des premiers téléviseurs plasma panoramique, le TH26PD1 de 26 pouces, ainsi que son premier enregistreur DVD. Un an plus tard, en 1997, elle fut pionnière dans la navigation automobile avec le système CNDV 007D qui intégrait des cartes numériques à une époque où le GPS commençait à peine à se populariser. En 1998, elle disposait déjà de téléviseurs et de décodeurs prêts pour la télévision numérique, anticipant de plus d'une décennie l'extinction de l'analogique qui arriverait plus tard. Et en 1999, elle présenta sa première batterie rechargeable au polymère de lithium, une technologie aujourd'hui standard dans les téléphones mobiles et les appareils portables. Le nouveau siècle apporta une transformation profonde à Panasonic. En 2000, Kunio Nakamura prit la présidence. Un dirigeant qui voulut moderniser la trajectoire de l'entreprise après la décennie mouvementée des années 90. Nakamura introduisit une philosophie de gestion connue sous le nom des 5 S. Un acronyme en anglais résumant les piliers de sa stratégie: Speed, vitesse, Simplicity, simplicité, Strategy, stratégie, Sincerity, sincérité et Smile, sourire. Selon lui, Panasonic devait s'adapter rapidement au marché, simplifier ses opérations, avoir une stratégie claire, agir avec sincérité dans les affaires et ne jamais perdre de vue le sourire du client. Avec cette vision, l'entreprise misait fortement sur la maison connectée. En 2003, elle unifia toutes ses marques internationales sous un seul nom, Panasonic, laissant derrière elle la coexistence de National, Technics et d'autres sous-marques selon les pays, et lança le slogan devenu célèbre Ideas for Life pour faire comprendre qu'elle produit des appareils qui améliorent la vie des gens. Cette même année, 2003, elle lança la gamme de téléviseurs Plasma Viera, qui marqua un avant et un après en qualité d'image et en design, consolidant Panasonic comme leader du divertissement dans le salon.
2 ans plus tard, en 2005, elle inaugura à Amagasaki ce qui fut alors la plus grande usine de dalles plasma au monde, capable de produire jusqu'à 125 000 téléviseurs par mois, reflet de la confiance placée dans cette technologie. Le pari du plasma était risqué, mais il fit de Panasonic une référence des grands écrans pendant plusieurs années. En 2008, à l'occasion de son 90e anniversaire, survint un autre changement historique. L'entreprise abandonna officiellement son nom traditionnel Matsushita Electric Industrial Company Limited pour adopter définitivement la marque mondiale Panasonic Corporation, un mouvement qui symbolisait la modernisation de son identité et son regard tourné vers l'avenir. 1 an plus tard, en 2009, elle joua un autre coup clé, le rachat de Sanyo Electric, une entreprise née des décennies plus tôt justement grâce à Toshio Yue, le beau-frère de Konosuke Matsushita. Avec cette acquisition, Panasonic renforça son leadership dans les énergies renouvelables, les panneaux solaires et les batteries rechargeables. Des domaines qui allaient rapidement devenir stratégiques pour le monde entier. La décennie 2010 confirma que Panasonic était décidé à se réinventer sans cesse. En 2010, elle fut pionnière en présentant des téléviseurs Full HD 3D, devançant la vague de la 3D dans les foyers. En 2012, elle devint le 4e plus grand fabricant de téléviseurs au monde. Et sur la même période, elle lança des projecteurs sans lampe et des téléviseurs à résolution 4K Ultra HD, réaffirmant sa place à la pointe de l'image. En 2014, les amoureux de musique vécurent un moment historique. Panasonic annonça le relancement de la marque Technics, qui revenait avec des produits audio premium pour les audiophiles du XXIe siècle, rendant hommage à son héritage dans le monde du son hi-fi. 4 ans plus tard, en 2018, Panasonic célébra son centenaire avec de grandes annonces. Elle abandonnait définitivement la production de dalles LCD pour se concentrer sur la technologie OLED 4K, plus avancée et offrant une meilleure qualité d'image. Mais la transformation ne s'arrêta pas là. En 2022, l'entreprise se réorganisa en profondeur et prit le nom de Panasonic Holdings Corporation. Une holding avec plusieurs divisions spécialisées dans différents secteurs, de l'électronique grand public à l'énergie, la santé, la construction et la mobilité intelligente. La division chargée des téléviseurs, de l'audio, des casques et du divertissement numérique prit le nom de Panasonic Entertainment and Communication Company Limited, sous la présidence d'Akira Toyoshima, garantissant que l'héritage des téléviseurs, Viera, des casques et de la marque Technics reste vivant. Au niveau de la direction, le leadership changea aussi. Yuki Kusumi prit le poste de président et CEO, tandis que son prédécesseur, Kazuhiro Tsuga, passa au rôle de chairman du conseil. Aujourd'hui, basé à Kadoma, Osaka, avec plus de 228 000 employés dans le monde, Panasonic reste une référence qui ne fabrique pas seulement des produits électroniques, mais conçoit des solutions complètes pour la vie moderne. Des batteries pour voitures électriques, y compris sa collaboration avec Tesla, jusqu'aux technologies pour la santé et l'énergie du futur. Si l'on observe toute son histoire avec du recul, l'entreprise a accompagné des générations entières et continue de se réinventer et de mener la danse dans le monde technologique. Et maintenant, la question est pour toi. Qu'est-ce que tu penses de Panasonic ? Tu as sûrement déjà eu un produit de la marque à la maison. Dis-le nous en commentaire, abonne-toi à la chaîne et continue à nous accompagner. Merci d'avoir regardé la vidéo.